Alors, bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. Merci d'être là, fidèle à l'antenne. Euh, la semaine dernière, on a regardé assez en détail la structure du rapport de stage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez regardé ça depuis ou ça va pour ça? Ça va, OK. Là, si on continue avec les autres documents. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, on va regarder sur Studium. Euh, On va poursuivre avec les autres documents pour le stage comme tel, comme je l'annonçais dans le mémo ici. Puis la présentation que j'ai faite la semaine dernière, elle se trouve sur YouTube. Vous pourrez le réécouter au besoin pour être bien certaine de vous conformer aux instructions. Et puis ensuite, après avoir regardé les autres documents, on pensait que Isabelle pourrait vous entretenir un petit peu de la prise de notes, hein, ce qu'on appelle les notes évolutives dans une perspective de rétablissement et de paire aidance. Parce qu'avec la lecture dirigée, on a vu à quel point c'était essentiel d'avoir la prise de notes, la gestion des dossiers médicaux. Ce sont des outils de travail clés. C'est très important de savoir précisément qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais ce n'est pas évident avec un nouveau métier comme celui de père aidant, alors que les autres métiers y apprennent très exactement et avec un vocabulaire assez spécialisé par discipline, qu'est-ce qu'ils peuvent inscrire dans les dossiers, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas inscrire, ce qui appartient à d'autres professionnels, et ainsi de suite. Et puis nous, on va voir que c'est un enjeu que la prise de notes pour les pères aidants. Parfois, c'est souhaité. Des fois, les établissements l'autorisent. D'autres fois, non, parce que le métier de père aidant n'est pas encore un titre reconnu. Mais quand même, faut avoir des traces de l'exercice de notre métier. Donc, on va voir ça en deuxième partie. Et puis, j'ai mis aussi la discussion. Hein. C'est toujours très riche les discussions qu'on a entre nous. Je vous remercie d'y prendre part à chaque semaine. On peut le réécouter en mode audio, seulement qu'entre nous, pour approfondir les réflexions. Et si on vient au dernier bloc, les instructions du stage d'observation participante en milieu de pratique. Ce sont les documents là, qui constituent les modalités d'observation. Vous remarquez, hein, la semaine dernière, le rapport de stage, ça va être à remettre à la fin de la session. Vous aurez aussi un journal de bord qu'on va regarder, une grille d'auto-observation et ensuite des grilles d'observation par le milieu, formative ici, dans le sens que les milieux vont vous donner du feedback, sans nécessairement qu'il y ait de notes. Donc, c'est une observation formative. Et ensuite, il y a une observation évaluative où là, à la toute fin de session, les milieux de stage vont m'envoyer à moi directement leur évaluation de votre stage en milieu de pratique. Et si on les regarde un par un, ces documents-là, d'abord le journal de bord. Alors, on vous fournit un template comme ça. Là, ici, c'est un fichier PDF, mais on va aussi vous le rendre accessible soit en Word, soit en formulaire électronique, là, pour que vous puissiez évidemment rentrer le contenu. Vous remplacez tout simplement ce qui est en couleur et entre crochets, vous remplacez par les informations pertinentes à votre situation. Ça va nous aider vraiment. L'objectif, là, c'est d'avoir une vision très précise des moments qui sont arrivés en cours de stage, qu'on va pouvoir situer dans l'espace et dans le temps, puis avec une brève description du contexte, des personnes rencontrées, puisque vous avez fait lors de ces activités-là. Et remarquez la numérotation.
D'accord? Donc, dans le journal de base, on y va en gros par demi-journée. Ici, là, le jour 1, vous allez, on imagine qu'il y aurait peut-être différentes activités. Ça se pourrait que dans une demi-journée, on considère qu'il n'y avait qu'une seule activité. Ce n'est pas obligatoire d'inventer ou d'imaginer des sous-activités juste pour remplir le journal de bord. De toute façon, le journal de bord, vous n'avez pas à le remettre. C'est vraiment pour vous. Mais quand même, vous allez numéroter les activités. Puis à chaque jour, donc jour 1, peut-être jusqu'à 3 activités. Ça, c'est pour un peu la chronologie des événements, brève description. Le volet A, synthèse des activités. Et puis, le volet B, apprentissage et réflexion. Donc, puis comme le suggérait Eric, je pense, la semaine dernière, le plus tôt possible, là, le jour même, il faut, lorsque c'est à chaud, vraiment prendre, prendre conscience de ce que l'on vient de vivre et de ressentir. Et puis, pour chacune des activités, donc, se rapportant à l'activité 1.1, eh bien, vous allez définir qu'est-ce que vous souhaitiez développer, par rapport à quelle attitude et compétences CADMED, on l'a vu là, avec l'objectif transversal, tout ce référentiel de compétences, mais aussi et surtout d'attitude CADMED, eh bien, on est à l'affût dans les différentes activités de ce qui s'y déroule, on essaie de faire des liens avec nous, ce qu'on veut développer comme compétences et attitudes CADMED. Donc, puis ça, on va le voir dans le guide d'auto-observation qui est structuré un peu de cette façon-là, le prochain document. Puis vous prenez des notes. Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion et comme ressenti? D'accord? Et puis on continue comme ça. Donc, il y a le volet A, description, synthèse des activités. Volet B, apprentissage et réflexion. Ça, c'était pour le jour 1. Là, il suffit de mettre la date ici. Et puis, tout le reste, là, tout simplement, du journal de bord, c'est exactement la même logique. La date du jour où on était en stage dans le lieu de pratique. Puis là, ça devient les activités 2.1, 2.2, 2.3, toujours avec un premier volet plus descriptif, le volet A, et le volet B, qui est plus réflexif. Et toujours, donc, les réflexions ici se rapportent à l'activité 2.1 et on peut retrouver facilement plus haut en quoi ça consistait déjà l'activité 2.1. Ah oui, j'étais à tel endroit avec telle personne, j'ai dit ceci, j'aurais pas dû dire cela, j'ai réfléchi à tout ça, puis c'est comme ça qu'on avance avec tout simplement là, le journal de bord. Et puis on arrive à un total à la fin. Vous voyez, la numérotation, ça se poursuit. Et à la fin, on arrive à la dernière journée. 10e journée, hein, en gros, là, si on arrondit, disons qu'il y a 7 à 8 heures de travail dans une journée. Disons 7. Et puis, puisque le stage est de 70 heures au maximum, là, ça fait 10 journées de stage, mais il faut avoir les dates puis le déroulement de l'activité et puis les réflexions qui viennent avec chacune de ces activités-là. Ce sont vos réflexions, c'est pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous demander si c'est bien écrit, si quelqu'un va se reconnaître. C'est comment vous avez ressenti une dynamique d'équipe ou vous questionnez. Il semble y avoir, je ne sais pas, peut-être certains professionnels ont plus d'influence que d'autres. Moi, là-dedans, comment je peux trouver ma place? Ce que j'ai ressenti aussi? Parce que ce que suggère Eric ici, c'est que en réfléchissant bien à ce que votre ressenti, bien, ça va vous permettre d'anticiper éventuellement vos pairs aidés. Qu'est-ce qu'ils ressentent eux aussi au contact des équipes multiprofessionnelles dont maintenant vous faites également partie.
Puis, donc, il peut y avoir des réflexions très, très personnelles. Là, ne vous empêchez pas de les consigner. Ça vous appartient. Puis, ensuite, c'est ça qui va se transposer dans le rapport. Là, à ce moment-là, vous prendrez une certaine distance. Ce sont des phénomènes que nous abordons. Ça va vous permettre de faire ces liens-là à des moments précis, des apprentissages, des leçons qu'on tire soi-même à travers sa propre expérience, à travers son propre équilibre en rétablissement également. C'est ce qui est unique au métier de père aidant. Les autres professionnels, ils le font aussi, mais pas nécessairement en lien avec leur propre santé mentale ou rétablissement en santé mentale. Bon, ben, tant mieux, ça va assez bien pour ce qui est du journal de bord parce que l'autre document est peut-être un petit peu plus complexe. Bon, on est rendu à la grille d'auto-observation. C'est la même chose. Là, vous aurez un document que vous pourrez remplir par vous-même. Vous vous souvenez sans doute des compétences CADMED. Oui, vous vous en souvenez. Vous avez bien écouté la leçon du professeur. Et puis, c'est un référentiel que vous avez toujours près de vous, à votre portée. Et ce qui est, je pense, intéressant dans cette approche, c'est que tous les étudiants en médecine connaissent les CADMED au Canada. On s'en doute, le CAN vient du Canada, mais c'est aussi utilisé à l'échelle internationale. Ça permet d'avoir ce dialogue, d'avoir un vocabulaire commun, ne serait-ce qu'à partir de ces outils-là. C'est un début de collaboration interprofessionnelle avec les autres professionnels de la santé et en particulier le personnel médical comme tel. Et puis, nous, on a eu la permission là, du docteur Franck et compagnie au Collège royal des médecins chirurgiens du Canada d'adapter la fameuse marguerite. Vous voyez, ça prend l'aspect d'une fleur, la fameuse marguerite CADMED. On a pu l'adapter, puis on a remplacé les compétences ou les rôles CADMED par les attitudes CADMED. Et ça donne, je ne sais pas si c'est une marguerite ou quelle fleur que ça peut évoquer. Puis, tout au long du stage, vous réfléchissez à la mise en pratique de ces attitudes. Puis ça, ce n'est pas nous qui les inventons, c'est bel et bien dans des déclinaisons du référentiel CADMED, peut-être pas dans le CADMED lui-même, la version 2015, là, mais ce qui est mentionné, c'est que commune à tous les rôles CADMED, ce sont les attitudes CADMED qui sont ici, et cette fois-ci, au nombre de 9. Et alors que les médecins deviennent au cœur, hein, c'est l'expert médical, eh bien, nous, on considère que le père aidant, père aidante sont les experts et expertes du rétablissement. Vous voyez, il faut d'abord être expert, experte de son propre rétablissement. Donc, c'est non linéaire. On le répète, là, il ne s'agit pas d'être un modèle parfait de rétablissement accompli. Bien sûr que non. Mais voyez là, comment ça se télescope, votre propre rétablissement pour être expert du rétablissement de manière générale, de manière à pouvoir sensibiliser les autres membres de l'équipe, à contribuer à un changement de culture, à faire en sorte que les pairs aidés sentent que le système est pour eux. Eh bien, pour contribuer à faire que tout ça soit axé sur le rétablissement, eh bien, il doit y avoir une réflexion qui part de soi, de son propre rétablissement. C'est comme ça que vous serez considérés comme les experts du rétablissement et on va se tourner vers vous. On va s'attendre à ce que vous puissiez, dans les équipes, incarner ces attitudes-là, les valeurs et principes du rétablissement et avec les attitudes qui sont communes aussi à celles des autres professionnels. Les autres professionnels, on présume qu'ils sont aussi honnêtes, engagés, qui réfléchissent sur leur métier, qui ont une approche respectueuse, font preuve d'ouverture d'esprit, ont le sens des responsabilités, sont rigoureux, si on a un peu d'altruisme et d'empathie envers autrui, mais aussi envers soi-même. On en a parlé, je pense, la semaine dernière avec l'intervention de José. Hein, on l'oublie peut-être. Derrière les sarraux, hein, les gens
ont un certain habillement à partir de la fonction qu'ils exercent, mais faut être solidaire de nos collègues dans les équipes. Et dans les temps particulièrement difficiles, là, ça fait presque 1 an et demi que les gens sont hyper mobilisés. Et puis, ces attitudes-là, on en fait preuve à la fois envers les pairs aidés, mais aussi nos collègues dans les équipes. Puis, pour nous aider à y réfléchir à peu près en continu, bien, vous pourrez voir dans cette grille d'auto-observation en lien avec les activités qui sont numérotées. On l'a vu tout à l'heure, 1.1, 1.2 et ainsi de suite. Et ici, vous avez A1, A2, ça, cette fois-ci, ce sont les codes d'attitude, de manifestation de compétences. C'est une déclinaison encore plus fine des attitudes. Puis on y va, on les a parfois combinés. Ici, altruisme et empathie semblaient nous aller un peu de pair. Et puis, vous pourrez, encore une fois, c'est pour vous seulement, mais à faire le lien, vous pourrez ici noter le numéro d'activité correspondant au journal de bord, puis vérifier après ce que vous venez de dire. J'ai vécu ceci, j'ai ressenti cela. Peut-être que j'aurais peut-être été en mesure éventuellement d'établir une relation avec des superviseurs et des employeurs. À telle occasion, dans telle équipe, je me donne un beau 5, là, j'ai su cette fois-là trouver ma place, puis j'ai constaté que les gens appréciaient ce que je venais de dire parce que ça venait renforcer la cohésion d'équipe. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Des fois, vous allez le sentir. On vous le dit, là. C'est un processus d'un peu d'essai et erreur. Des fois, les gens vont. Puis ceux qui ont une expérience comme, disons, Alexandre dans les équipes SIM, on l'a vu à quel point ça roule, là. Fait que des fois, on est mieux d'être simplement dans une posture d'observation. Puis c'est parce que vous allez sentir si ce que vous avez dit ou pas dit, si ça ralentit le travail d'équipe, ça se peut que les gens vous froncent un peu les sourcils. Là, donc, c'est pas grave. Mais vous y réfléchissez. Ah, OK, c'est vrai, peut-être que cette fois-là, j'étais hors thématique. Là, je voulais établir des liens puis montrer que je connaissais mon affaire, mais j'ai constaté que c'était plus ou moins apprécié des autres collègues. Puis c'est une occasion d'approfondissement de l'introspection et tout ça. Et on continue avec B1, B2, blablabla, jusqu'à B9. Ici, respect, engagement et rigueur. Ce sont les 3 attitudes regroupées. Le sens des responsabilités, ponctualité et assiduité. En tout cas, si je me fie au fait qu'on est toujours à l'heure dans ces sessions entre nous, c'est plutôt bien parti. Honnêteté et intégrité. Et voilà. Ça continue comme ça. Humilité est là, ouverture d'esprit. Puis, on a rajouté un outil dont on va reparler, qui est fortement encouragé par Isabelle, qui a trouvé dans nos collaborations hors Québec l'instrument un peu d'un sondage sur les valeurs, comment on dit ça en anglais, sur l'intégrité par rapport aux valeurs et principes de la paire-aidance. Ici, ça en est un exemple. Vraiment comment on reste centré sur le potentiel de nos pairs aidés. Puis donc, en principe, cette grille-là va vous permettre vraiment de rester attentif à ce rôle-là spécifique des pairs aidants. Puis, de manière plus globale, là, vous pourrez mentionner ici ce dont vous êtes fier. Vous pourrez vous mettre des étoiles dans votre cahier. Ou, qu'est-ce que peut-être vous regrettez, dans le sens que vous vous dites, ça, à ce moment-là, j'aurais pu faire les choses différemment. Si c'était à refaire, voici ce que je ferais, voici ce que je ne ferais pas. Et voilà. Et encore une fois, ça, c'est pour vous permettre de vous projeter dans le temps, là, d'avoir un outil qui vous permet cette mise à distance. Vous voyez, on veut quelque chose de très à vif,
pas de distance, pas du tout. Mais puis cet outil-là vous permet de prendre cette distance-là par rapport à des événements qui sont survenus, mais ensuite d'anticiper des situations similaires par rapport à des événements qui ne sont pas encore survenus. Voilà pour la grille d'auto-observation. Bon, ben, très bien. Les deux autres parties, je pense, sont assez simples. C'est vraiment ça se rapporte vraiment à l'évaluation comme telle, de la part du milieu. En fait, l'évaluation, mais d'abord, on le mentionnait, le besoin d'avoir du feedback, de la rétroaction. Ce qu'Éric disait, ben moi, ça me manquait. Ben, ici, on vous demande de solliciter à au moins 3 reprises du feedback. Puis, vous voyez ici, ça pourrait être en lien ensuite avec vos codes d'activité. Donc, à ce moment-là, à cette date-là, bon, on avait particulièrement en tête telle ou telle attitude ou compétence. Puis ici, on décrit là, brièvement, c'est dans quel contexte, réunion interprofessionnelle, rencontre d'usagers, ainsi de suite. Puis là, vous demandez à votre superviseur qu'est-ce qu'il a trouvé qui était une force chez vous à ce moment-là. On demande l'inverse. On a l'humilité. Qu'est-ce qui est à améliorer? Puis vous commentez un peu ce feedback-là. Vous faites un petit peu une synthèse. Donc, qu'est-ce que vous en retenez de cette situation-là? C'est quoi que vous avez appris sur vous-même là, pour que vous consignez ici ces réflexions. Puis, donc, on le mentionne ici, là. Vous remettez ça à la fin. Ça va être au moins 3 fiches de rétroaction, d'observation formative que vous joignez à votre rapport de stage. On a pris des modèles déjà connus dans le milieu, qui ont déjà été utilisés pour la formation des médecins, des résidents. S'ils poussent plus loin la réflexion avec des outils similaires, ils vont se demander, est-ce que ça pourrait être valide pour moi également? J'ai été évalué par mes superviseurs de stage comme résident. En France, ce sont les internes. À travers ces compétences-là, et la fiche que je viens de vous montrer, là, elle est adaptée d'une fiche utilisée en médecine familiale. Et nous, on a remplacé les compétences par les attitudes. Donc, ils ont tous déjà vu ça. Mais si, ils vont voir ça, puis ils vont peut-être se questionner eux-mêmes pour pouvoir être aussi des ambassadeurs du rétablissement à partir de leur propre positionnement. C'est un peu pour ça qu'on voulait prendre des exemples là, qui étaient déjà en vigueur dans le réseau, et c'en est un. Finalement, on va finir avec ça. À la fin, le milieu de stage, bon, c'est eux qui vont décider là, qui signe. Il va y avoir une personne à la fin qui va, au nom de l'organisation, pour une stagiaire, qui remarquait, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais de manière plus globale, pas nécessairement par rapport à des activités précises, mais de manière globale, les forces du stagiaire, les points qui restent à travailler. Ça, c'est noté sur 5. Donc, l'aspect global. Puis ensuite, de manière plus précise, on a encore une fois ici, en référence au CANMED, certaines des compétences qui sont communes à tout le monde. Hein? Le professionnalisme, communication, on aurait pu le mettre en premier parce qu'on pense, puis nous, en particulier, la communication de la part des pères aidants, c'est d'abord et avant tout écouter ce que le père aidé a à communiquer. C'est une posture d'écoute. C'est pas facile. Ensuite, la collaboration. C'est pas évident non plus. Tous les professionnels de différents métiers travaillent les uns avec les autres. Il y a des zones d'interface, mais des fois, il faut faire attention. Il y a
des actes réservés, n'est-ce pas? On l'a déjà vu. Puis comment se situer là-dedans? Ça ne s'invente pas. C'est avec le temps, n'est-ce pas? Ça prend au moins 6 mois, je pense, là, avant d'être vraiment habitué dans une nouvelle fonction. Donc, soyez pas surpris que ce n'est pas en 2 semaines qu'à la fin, là, on va maîtriser tout ça. Là. Non. Puis l'organisation du travail, ça vient, c'est une autre des déclinaisons là, des cabinets. Puis là, cette fois-ci, les superviseurs vont coter sur 3, comme on en a 10 ici. Bien, ça fait un sous-total sur 30 et tout à l'heure, on avait un sous-total sur 5. Ce qui fait que la partie de l'évaluation qui provient des milieux pratiques, c'est sur la note finale, c'est 35 sur 100. Le reste, c'est la participation aux rencontres hebdomadaires comme en ce moment et le séminaire de réadaptation. Puis le note, évidemment, aussi une grande proportion sur le rapport de stage lui-même. Là, ça, c'est les gens me l'envoient directement. Ce n'est pas à vous de me l'envoyer à mon adresse courriel. Donc, on pense que quand les gens vont voir ça, en principe, ils savent quoi faire. Là. Les instructions sont là. Mais c'est bon que vous aussi, vous puissiez éventuellement les guider dans l'utilisation de ces fiches. Voilà, ça fait le tour des documents.